Merci Nicolas, merci à vous d'être avec nous cet après-midi. Alors la crise sanitaire du Covid-19 a porté un coup d'arrêt brutal et massif à des pans entiers de l'industrie. Se pose alors la question de la transformation, la modernisation, voire même la relocalisation de certaines industries. Paul-François Fournier, bonjour. Vous êtes avec nous en Bonjour visio à tous. aujourd'hui. Bonjour. Donc vous êtes directeur exécutif innovation de BPI France. On le sait, dans le cadre du plan de relance, BPI France a été l'un des opérateurs, avec notamment 1 milliard d'euros dédiés au soutien de projets industriels. Selon vous, vu le contexte, en quoi est-il important de rapprocher le monde de la tech et celui de l'industrie ? Alors vous avez raison, au-delà j'allais dire, des plans pour faire en sorte que les entreprises traversent la crise, on est basculé depuis quelques mois dans la relance, avec des moyens très significatifs qui ont été mis en place par l'État. D'abord, effectivement, sur des plans de réindustrialisation et de transformation de filières. Je pense à l'automobile, à l'aéronautique, qui sont des filières très profondes et qui ont des gros enjeux de transformation et aussi d'adresser de nouveaux marchés. Il faut être, face à la crise, en situation aussi de proposer d'autres marchés à ces entreprises de technologie. C'est plusieurs milliards d'euros. Je faisais le petit, je regardais ce matin le tableau de bord, c'est près d'1 milliard d'euros qui ont été déjà décidés depuis le lancement de ce plan de relance. Donc, c'est des sommes considérables sur différentes filières. On a même un appel à projet sur le nucléaire et beaucoup de projets aussi territoriaux qui permettent de réindustrialiser les territoires. Et puis, notre conviction, c'est que la tech va être aussi un formidable outil de réindustrialisation. Le constat que l'on fait, c'est que ces startups deep tech que l'on est en train de booster de façon très forte depuis 2 ans, vous savez qu'on a lancé un grand plan deep tech qui vise à accélérer le transfert de technologies, de faire que finalement le jeune ingénieur ou la jeune entrepreneur sortant d'école de commerce, ce soit en fait maintenant le PhD qui est dans son labo de recherche et qui considère que la création d'une start-up ou la valorisation surtout de sa technologie par une start-up, ce soit son nouveau Graal. Et on constate que ces start-up deep tech, en fait, sont à la frontière entre ce monde des start-up et en fait ce monde des entreprises industrielles. Parce que très tôt, elles ont en fait les caractéristiques d'entreprises industrielles. Elles ont besoin de technologie, elles ont besoin de fonds, mais elles sont dans des logiques de réindustrialisation, de création d'usines. Et donc, on est en train de travailler, on aura des annonces un peu plus formelles d'ailleurs dès jeudi, à rapprocher ce monde des startups deep tech du monde des industriels, puisqu'on voit bien qu'en fait, encore une fois, l'ADN de ces deux mondes est en fait très proche et qu'un des éléments de réindustrialisation, c'est de booster ces startups qui sont en plein boom pour qu'elles soient plus en capacité de faire ces nouvelles usines qui sont en fait très peu délocalisables parce qu'elles sont très innovantes et donc elles doivent être en grande proximité des centres de R&D vers lesquels elles sont nées. Et donc justement, l'idée avec BPI France, c'est quoi ? C'est de faire rencontrer ces deux mondes ou de développer peut-être des partenariats entre des startups de la deep tech et des groupes industriels français ? Alors, en fait, notre plan, il est multiformat. Il est d'abord de développer des financements et de l'investissement. On a annoncé une croissance assez forte, en fait, des investissements dans la deep tech, justement pour répondre à ces enjeux de réindustrialisation. Le programme d'investissement d'avenir, le 4e programme d'investissement d'avenir, va nous donner des moyens significatifs pour traiter ces sujets d'industrialisation de ces startups de la tech. Le plan de relance en est un suivant. Et oui, pour répondre à votre question, en fait, l'enjeu, c'est aussi, au-delà de ces outils de financement, de rapprocher le monde des industriels et des industries classiques de ces entreprises, parce que ces industriels, ils ont une expérience que n'ont pas ces startups. Ils ont une expérience sur l'industrialisation, ils ont une expérience sur la distribution de ces technologies. Parfois, souvent, ces startups sont des briques technologiques qui vont s'intégrer dans une filière beaucoup plus large. Et puis, il y a des enjeux de compétences et de talents. Et on le voit d'ailleurs dans pas mal de ces startups deep tech qui ont commencé à créer des usines. Je pense par exemple à Aledia qui recrée une grosse usine à Grenoble, où on parle souvent d'insectes ou d'Innovafit qui sont ces agritech. En fait, elles ont intégré dans leur comité de direction des gens qui ont fait leur carrière dans l'industrie, et qui trouvent dans ces startups les moyens de valoriser toutes leurs compétences, encore une fois industrielles, et donc c'est cette hybridation entre ces deux mondes
qu'on va essayer de développer. C'est pour nous un peu l'aboutissement d'un choix qu'on avait fait il y a quelques années. Vous savez, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui de la French Tech qui a été lancée. Et on était très heureux d'être au début de cette initiative. On a beaucoup poussé il y a 3 ou 4 ans avec France Industrie à la création de la French Fab. Et comme vous le savez, ce coq bleu qui représente l'industrie traditionnelle, la Fab, en fait, c'est un coq. Et on s'est beaucoup battu, entre guillemets, pour avoir ce même coq avec cette dimension rouge, cette dimension bleue. Et on a même lancé la Touch il y a quelques semaines. Parce qu'en fait, notre conviction, c'est que demain, ce sont les mêmes filières, mais avec des composantes complémentaires. Mais c'est les mêmes filières qui vont s'hybrider, qui vont se développer. Et c'est la force, entre guillemets, de ce qu'on a construit ensemble avec l'ensemble de l'écosystème. C'est que petit à petit, ça va être des outils pour aider les filières traditionnelles dans beaucoup de domaines pour se transformer sur la digitalisation ou sur la réindustrialisation. Alors justement, Nicolas Babel, c'est ce que vous faites avec eWatch. Donc vous avez lancé eWatch en 2012. À la base, vous commencez par développer des capteurs et des logiciels pour essayer de réduire les consommations d'énergie pour les bâtiments des collectivités, entre autres. Et vous vous rendez compte très vite qu'il y a un vrai besoin pour les usines. Comment vous vous en êtes aperçu ? Alors effectivement, en 2016, on commence à installer en fait des industriels de notre technologie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'eWatch développe des capteurs, donc des objets connectés, et développe également la partie plateforme qui va permettre de superviser, d'analyser le fonctionnement. Et en fait, au départ, c'est un industriel qui a une problématique. Son usine consomme, il a des pertes et il n'a rien en place. Voilà, ce qu'il faut voir, on parle souvent de très belles usines magnifiques avec des robots, avec des usines neuves. Malheureusement, la majorité en Europe, c'est un tissu industriel quand même qui est assez vieillissant, où tous les investissements n'ont pas forcément été faits. Et on a un premier industriel qui nous appelle à l'aide et qui nous dit il y a des choses à mettre en place, j'ai rien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et donc là, on y va et en gros, en une après-midi, on met nos technologies, donc nos capteurs, nos outils d'analyse, on remonte ça sur une plateforme et très vite, il rentre dans une démarche d'amélioration. Et en gros, il baisse de à peu près 25% sa consommation en un an. Donc, ce qui lui permet d'optimiser ses dépenses énergétiques, premier pas. Et après, on est rentré avec lui dans une démarche où il nous a dit l'énergie, c'est bien, mais je souhaite aussi améliorer ma productivité, je souhaite mettre de la maintenance, maintenant même de mettre de la supervision. Et donc, avec nos solutions connecter capteurs, un petit peu toutes les machines, justement, dans des entreprises vieillissantes. Exactement, voilà. Le point de départ, ça a été l'énergie et on a très vite complété en fait la solution par l'amélioration de la productivité, vu qu'on est capable sur tout type de machine, qu'elles aient 150 ans, on équipe des corderies, on équipe des gens qui font des tuiles, on équipe de la plasturgie. Toutes ces activités, on est capable de les connecter et de remonter ces données-là sur une plateforme. Alors, vous disiez justement, vous travaillez avec tout type d'entreprises et tout type d'industrie, mais vous me disiez que les PME restent souvent vos cibles privilégiées parce que ce sont souvent les laissés pour compte un petit peu de la digitalisation. Pourquoi ? Alors effectivement, le tissu industriel en Europe, il est, on a des PME qui ont fait de la production pendant des années. Leur objectif principal, c'était produire. Et donc, il y a des investissements, des choses qui n'ont pas forcément été faites. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément des budgets extraordinaires. Ils ne peuvent pas modifier toute l'usine, ils ne peuvent pas changer toutes leurs machines. Et donc, il y a un vrai travail à faire avec justement ces objets connectés qui coûtent peu cher, qui sont faciles à déployer et qui vont permettre justement de moderniser progressivement et d'y aller étape par étape. Donc, pour une PME industrielle, c'est parfait. Elle va commencer par une machine, puis 2, puis 3, puis l'ensemble de son site, puis après les autres sites du groupe. Donc ça va permettre comme ça une amélioration progressive des usines. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment focus sur ceux qui n'ont pas forcément les moyens de tout changer. Et quand vous dites justement pas forcément les moyens de tout changer, pour une usine qui voudrait faire appel à vous, ça coûte combien à peu près de s'équiper avec des capteurs eWatch ? Alors, c'est toujours particulier de donner des tarifs, mais on va dire que pour équiper une machine et donc la moderniser, on va prendre une machine qui a, on va dire, 50-60 ans. On va mettre un capteur qui va coûter entre 1000 et 1500 € et elle va être connectée et on va rentrer dans une démarche d'amélioration de la productivité, de TRS, l'optimisation de la performance. Et donc, sans avoir à la modifier, il va pouvoir rentrer dans cette démarche d'amélioration pour un budget qui reste très raisonnable par rapport à des prix de machine. On l'évoquait un petit peu en introduction, la crise aboutit à certains projets de relocalisation. Est-ce que de votre côté, vous avez eu une hausse des demandes au cours de l'année passée ? Alors, pas forcément lié encore à des demandes de relocalisation, mais en tout cas, je suis convaincu que ça évite de devoir le faire, en tout cas.
comme on peut moderniser très facilement son parc et qu'on améliore son coût de production, on réduit ses temps de cycle, on améliore son fonctionnement, ça permet d'optimiser ses coûts et de pouvoir rester en France ou en Europe de manière générale. Alors on a vu, donc Nicolas, vous aider certaines entreprises à pouvoir rester en France. Je me tourne vers vous, Bastien Auguéry, vous êtes le cofondateur d'Innovafeed et vous, pour le coup, vous créez de nouvelles usines. Peut-être en 2 mots, Innovafeed, c'est quoi ? Alors effectivement, Innovafeed, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des aliments pour le marché de la nutrition animale. Et donc globalement, on vient élever des insectes qu'on vient transformer pour donner à manger à des poissons, par exemple. Donc on vient redonner le rôle qu'a l'insecte dans la nature dans le cycle alimentaire de l'homme. Et on vient donc donner des insectes à des truites qui mangent à l'état naturel 80% d'insectes. Et ça, on le fait au travers d'usines de production. Donc on a des usines qui nous permettent de transformer des déchets, des coproduits alimentaires. On vient les valoriser au travers de l'insecte d'une manière extrêmement performante. L'insecte est l'outil biotechnologique le plus performant aujourd'hui pour pouvoir arriver à transformer des produits de faible qualité, qui sont ces coproduits industriels, en produits de très bonne qualité et qu'on vient donner à manger à nos poissons. Vous évoquiez justement vos sites de production. Donc aujourd'hui, vous en avez 2, vous êtes 150 personnes. Vos 2 sites sont basés dans les Hauts-de-France. Pourquoi justement vous avez choisi ce territoire pour vous y implanter ? Alors, on est, et c'est ce que disait tout à l'heure en introduction, on fait de l'industrie, et l'industrie, elle est nécessairement basée pour notre modèle dans les territoires. Ce qu'on va aller chercher dans les territoires, ce sont nos matières premières. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient transformer des sons de blé, des vinasses en protéines. Et donc, on va aller se positionner au plus proche de ces matières premières. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est implanté dans les Hauts-de-France, qui regroupe, on va dire, 80% des industries de la transformation française dans ces régions-là. Donc, c'est pour ça que nous, on a un vrai territoire stratégique à aller mapper ces zones des Hauts-de-France et plus généralement du nord-est de la France. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher en premier lieu, c'est cette matière première pour venir la transformer. Et au-delà de ça, on va aussi chercher 2 autres choses. C'est un accompagnement par les différents acteurs présents dans les territoires, que ce soit les collectivités territoriales qui vont nous accompagner d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de facilitateur pour mettre en place un certain nombre de démarches, en particulier liées à l'innovation. Lorsqu'on fait de l'innovation, il faut faire preuve de l'innovation dans la technologie, mais aussi dans tout ce qui est les démarches administratives pour arriver à favoriser, pour arriver à développer et à accélérer ces éléments-là. Mais aussi, ce qu'on va chercher dans les territoires, c'est un écosystème financier avec des fonds régionaux, avec des acteurs bancaires, mais aussi un écosystème de talents, puisqu'on vient construire des usines. Donc, des usines sont opérées par des techniciens, des ingénieurs, des opérateurs, mais on a aussi besoin énormément de personnes pour faire de la maintenance, pour faire du développement. Et donc, lorsqu'on vient construire une usine, c'est 100 emplois créés directement, mais c'est 500 emplois créés indirectement avec toute la technologie, toute l'industrialisation qui va autour de ces usines. Et quand vous parliez justement des emplois indirects, on imagine aussi que c'est via des partenariats pour justement les industries pour récupérer des matières premières ? Alors exactement, on vient vraiment créer de la valeur dans ces régions. Aujourd'hui, une partie de ces coproduits agricoles sont exportés, sont séchés et exportés. Et donc, pour 1 tonne de coproduits, on crée aujourd'hui à peu près 30 à 60 euros de valeur ajoutée. En la transformant localement, par cette industrie, on vient créer localement plutôt 200, 300, 400 euros de valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est avant toute chose des emplois. Donc on vient créer des emplois non délocalisables avec cette réindustrialisation des territoires. Et justement, est-ce que les Hauts-de-France a pu faciliter quelques recrutements d'un point de vue administratif ?
Alors, on a été, oui, extrêmement bien accueillis par la région et par les territoires plus largement. Ce n'est pas que la région qui nous accueille, pour nous faciliter d'un point de vue financier, d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue, effectivement, au recrutement. On a quand même besoin de techniciens, d'ingénieurs, d'opérateurs. Ça n'est pas forcément évident de les trouver dans ces régions, et on a été très fortement appuyés par les différents services de l'État et des collectivités territoriales pour venir faire ces plans de recrutement. Dans le cadre du plan de relance, vous avez bénéficié de 4,5 millions d'euros d'aide de l'État. À quoi vont-ils être destinés ? Alors, c'est une aide qui est très stratégique pour nous, mais on l'espère aussi plus largement pour la France. Premier élément, c'est cette filière de l'insecte ou de la valorisation des coproduits, et une filière qui est éminemment stratégique pour la France. On est en déficit de protéines, et cette filière-là permet de créer et de valoriser des protéines en interne en cycle extrêmement court. Donc ces aides, ce qu'elles vont permettre de faire, c'est de développer ce modèle-là pour ne pas avoir une seule usine, mais d'avoir une usine qui est plus grande, plus importante, mais aussi de pouvoir construire plus largement tout un écosystème. On est nous, il y a d'autres acteurs qui sont aussi présents en France, avec lesquels on travaille, pour arriver à valoriser autant que possible toute cette matière première qui est non valorisée aujourd'hui en France, pour créer de l'emploi avec cette technologie qui a été développée. Alors Paul-François Fournier, justement, BPI France va faire quelques petites annonces cette semaine. Quel va être le but de ces annonces ? Je peux pas évidemment vous annoncer en avance les annonces, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont en droite ligne des exemples qui ont été donnés par les deux intervenants. Je crois que c'est très explicite. Je crois qu'il y a trois choses qu'on veut partager sur ce sujet. Le premier, c'est que, vous l'avez dit toute la journée, la tech est devenue une grande filière en tant que telle. On a partagé avec un certain nombre de vos confrères que nous, notre conviction, c'est que dans quelques années, on aurait des groupes du CAC 40 qui sont des groupes et des startups, pourra-t-on d'ailleurs les appeler encore les startups, qui est la démonstration que en fait, ces industries tech sont devenues des grandes entreprises avec des ambitions qui deviennent extrêmement importantes et énormément créateurs de valeur. Le deuxième dimension, et on en parlera jeudi plus en détail, c'est, je crois, le fait que cette industrie, en particulier de la tech et du digital, devient un outil très significatif de transformation des filières traditionnelles. Et l'exemple qui vient d'être donné est un formidable exemple. Et on veut, et pour ça, nos annonces de jeudi prochain permettront de dévoiler un certain nombre d'outils en particulier, accélérer ce lien, favoriser cette relation et faire en sorte que ces mariages entre une start-up qui a une technologie et une PME ou une ETI qui cherche une brique ou même un grand groupe soient plus faciles, que les rencontres se fassent. Et puis le dernier point de nos annonces, c'est encore une fois cette conviction partagée avec France Industrie qu'au fond, Innovafeed, est-ce que c'est une start-up ou est-ce que c'est une entreprise industrielle ? Et je crois que l'explication était claire. C'est les deux à la fois et il faut qu'on la regarde par ces deux dimensions pour pouvoir l'aider efficacement, à la fois évidemment dans les financements de la technologie et à la fois dans les financements et l'intégration dans des filières qui vont leur apporter d'autres dimensions de compétences, de savoir-faire et d'intégration dans les filières traditionnelles. Et donc voilà, je ne peux guère dire plus qu'au fond, on va essayer de faire que les deux exemples que vous avez sur votre plateau, on en ait 10, 100, 1000 dans les années à venir. Et c'est l'ambition de ce qu'on va annoncer dès jeudi prochain. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est aussi d'opérer un changement de culture entre ces deux mondes et qu'ils se rencontrent plus facilement. Et vous, justement, Nicolas Babet, je crois que ça vous énerve un petit peu quand on parle d'usine du futur ou d'usine 4.0, parce que pour vous, ça peut être beaucoup plus simple de mettre un petit peu de tech dans des usines. Alors, disons que ça ne m'énerve pas, mais c'est vrai que ce sujet de la disruption de l'industrie est un sujet où on parle de quelque chose où bien souvent, il faut imaginer des usines qui ont... alors, il y en a des très belles qui sortent de terre, c'est parfait, mais 80% de notre territoire, c'est des usines qui ont investi au fur et à mesure des années
Et comme je l'ai dit, on a un équipement qui est qui n'est pas homogène. Et voilà, en gros, on le voit nous sur des salons avec des industriels, il y a une certaine pas honte, mais un peu une gêne par rapport à ce terme-là. On voit des belles usines qu'ils ne peuvent pas avoir. Et donc, effectivement, on ne disrupte pas l'industrie, on la modernise, on la transforme progressivement. Et c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on est vraiment concentré sur ce sujet-là. Mais je voulais remercier les initiatives qui sont faites. Nous, on a été lauréat du Pass French Tech, donc justement ce fameux coq doré. Et on travaille maintenant énormément avec des sociétés qui font partie de la French Fab. Je citerai par exemple une société comme Gris Group qui travaille dans l'automobile et on les accompagne avec nos technologies dans la modernisation de presses qui font de l'emboutissage. Donc c'est des machines qui ont des années. Et donc nous, avec notre technologie et justement ce mariage entre la French Tech et la French Fab fonctionne parfaitement. Et je pense que c'est une très très bonne initiative qu'il faut amplifier. Et justement, quelles peuvent être les difficultés pour des PME ou des ETI industriels à se digitaliser? Est-ce que c'est un manque de ressources, un manque de moyens humains? Alors, je dirais que effectivement, il est double. C'est que les solutions jusqu'à maintenant qui étaient proposées étaient des solutions très lourdes. Et justement, avec l'avènement de l'IoT, de ces plateformes, et aussi que les mentalités ont évolué, on est capable maintenant de mettre une partie de son entreprise dans le SaaS, dans des serveurs. Et donc, cette mentalité-là devait évoluer, ce qui est le cas. Les objets connectés permettent cette connectivité très simple. Mais effectivement, le dernier maillon de la chaîne, on va dire, nous on s'en rend compte, on a beau mettre toutes les plateformes, tous les objets connectés qu'on veut. L'enjeu, il est aussi d'avoir les ressources, la compétence, d'avoir fait les recrutements et d'avoir une personne dédiée pour accompagner à cette digitalisation-là. Et c'est pour ça que nous, on développe ces outils-là, à la fois capteurs et plateformes, pour aider à cet accompagnement-là. On envoie des rapports, on met en place des alertes, mais ça ne suffit pas aussi. Il faut aussi des êtres humains dans les usines qui vont mettre en place les plans d'action et s'occuper de ce changement et de cette amélioration. Merci à vous trois d'avoir été présents aujourd'hui.